Donc le titre exact, c'est Les jeux vidéo comme cause des faits divers, le bouc émissaire des conséquences de notre société. Je pense que ça doit rappeler pas mal de souvenirs à certains quand on parle de jeux vidéo. Et qu'on nous dit, bah oui, c'est à cause de ça que tout va mal, quoi. D'ailleurs, tout allait bien avant le jeu vidéo. Voilà, Jean-Paul, je te laisse démarrer. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Paul Santoro, je suis psychologue. Je travaille dans plusieurs endroits, notamment dans une association de la RPI. Je travaille dans une maison de retraite où j'ai essayé de mettre en place, sur des précédentes expériences, un atelier oui avec les personnes âgées en fait. D'une manière générale, je me sers des jeux vidéo dans des buts thérapeutiques dans mes consultations avec des enfants qui peuvent venir avec leur console portable par exemple pour essayer de voir ce qu'on peut faire autour de ça. Et donc aujourd'hui, on va parler du fait que les jeux vidéo sont couramment désignés comme le bouc émissaire en fait, dès qu'il y a un fait divers dans notre société. Notre société qu'on appelle post-moderne, en fait, donc j'ai pas voulu préciser ça dans le titre pour pas faire peur, on va détailler un peu plus tard les concepts un peu plus théoriques. Donc à la base, au 19e siècle, c'était la lecture qui était accusée de tous les maux, ensuite, dans le grand 20e siècle, c'était la télévision, et là, depuis quelques décennies, finalement, c'est les jeux vidéo, en fait. Donc si on essaie de trouver une définition, en fait, du jeu vidéo d'un point de vue philosophique, on a que c'est un programme qui génère des graphismes avec lequel on interagit en temps réel. On a une action avec ce qui se passe à l'écran. On interagit via une interface, et cela pour s'amuser, pour le plaisir et pas pour produire quelque chose. Donc c'est une définition qui exclut à la rigueur les joueurs professionnels. Mais du coup, cette tentative finalement d'un philosophe de définir le jeu vidéo, ça se heurte un peu à la richesse de la nature du jeu vidéo. C'est quoi en fait? Est-ce que c'est un programme informatique? Est-ce que c'est un jouet? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Et cette nature un peu polymorphe finalement du jeu va être questionnée dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc par rapport au fait qu'on peut le penser comme une œuvre d'art, il y a certains qui se battent pour que le jeu vidéo soit reconnu comme un art en fait. Notamment en 2012 au musée d'art moderne de New York, il y a 14 jeux qui sont rentrés dans le musée, dont Pac-Man, Tetris ou les Sims par exemple. Donc c'est une première tentative. On peut penser que, contrairement à une œuvre d'art qui normalement a un auteur, le jeu vidéo il est rarement associé en fait à une seule personne. C'est plutôt une équipe, à part certains noms connus comme Shigeru Miyamoto ou Hideo Kojima, mais sinon c'est plutôt une équipe. On a un ancien ministre qui avait nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres, donc Shigeru Miyamoto, Michel Ancel et Frédéric Reynal. Mais malgré cette tentative de reconnaissance du média en tant qu'art, dès qu'il y a un fait divers, ça en fait étaye, on semble que ça étaye en fait tous les reproches qui lui sont faits. Alors cette position de bouc émissaire, elle peut s'expliquer selon moi, selon son articulation autour de deux concepts. Le concept de post-modernité dont je parlais tout à l'heure et celui d'adolescence. Je vais développer les deux. Alors notre société actuelle, on dit qu'elle est post-moderne. Donc en fait, on a vu plusieurs périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, et les temps modernes, du coup, donc avec l'avènement de la technologie au fin 19e siècle, en fait. Cette avancée technologique était un progrès, elle commençait à être critiquée, notamment par exemple avec le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, pour les effets un peu pervers justement que ça pouvait entraîner. Et en fait, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de la Shoah justement, quand la technologie a été utilisée pour le meurtre de manière organisée, que là on est passé dans ce qu'on appelle la post-modernité, où la technologie a été utilisée uniquement pour un meurtre, un meurtre de masse. Donc les conséquences en fait de cette façon de penser la technologie nous ont fait rentrer dans ce qu'on appelle en psychanalyse le discours du capitalisme, et qui est prédominant en fait dans notre société depuis la chute du mur de Berlin notamment. Alors le discours capitaliste, ça nous dit quoi? Ça dit qu'en gros, un objet sera à même de nous combler, en fait, totalement, de nous apporter le bonheur absolu, qu'en psychanalyse on appelle la jouissance. Donc en gros, vous avez le dernier iPhone, vous serez heureux, vous avez le dernier FIFA, vous serez heureux. Donc bien évidemment, à partir du moment où le bonheur est possible, on ne tolère plus la frustration, puisque l'accès au bonheur est possible à partir du moment où on va chercher cet objet-là, en fait. Donc la quête de cet objet qu'on appelle en psychanalyse, en fait, on appelle ça l'objet A. Alors pour vous donner une image assez simple, vous connaissez le film L'Âge de glace, le dessin animé. À un moment, il y a un petit écureuil, un petit rongeur qui essaie d'attraper un gland, en fait, d'une manière récurrente dans tous les épisodes.
En fait, l'objet A, c'est un peu ça. C'est cet objet qu'on passe toute notre vie à aller chercher et que quand on croit qu'on l'a, finalement, on l'a jamais. Donc cet objet, cette course pour aller chercher justement cet objet-là, elle s'arrête jamais, bien évidemment. L'autre métaphore qu'on a pour cet objet, c'est l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, l'anneau de Gollum, donc que tout le monde désire, que tout le monde cherche à attraper. C'est un peu la même idée. Cet objet, bien évidemment, l'iPhone ou autre, ne vous comble jamais. Le concept d'obsolescence programmée aide bien justement le fait que ça ne vous comble jamais, puisque du coup, le consommateur, il repart une nouvelle fois sur un nouvel achat d'un nouvel objet, d'un nouveau jeu, de n'importe quoi, et on continue donc cette course justement désirante. Donc du coup, le rapport à l'objet, on appelle ça, le rapport devient un fétiche en fait, tout simplement, on aime l'objet. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé dans le Seigneur des Anneaux, encore une fois. On voit que Gollum, il aime son anneau, son objet. Donc le terme carrément précieux est même utilisé sur certains forums quand on parlait de l'iPhone par exemple. Et quand il y avait les premières tablettes iPad qui sont sorties, on utilisait le terme, on parlait d'un rapport intime avec l'objet. Donc on est vraiment dans ce rapport amoureux littéralement, d'amour sur un objet justement. Donc ce rapport à l'objet, il change complètement tout le lien social. On voit même que le mot social, il a complètement changé. Quand on parle de réseaux sociaux, tout le monde, quand je dis réseaux sociaux, tout le monde passe à Facebook et ce genre de choses, et plus au réseau de connaissances sociales qu'on pouvait avoir autrement. Donc même le terme social, il a été récupéré directement par la technologie en fait. Dans cette société, donc, on n'a plus de temps mort, bien évidemment. Il y en a qui vont jouer à Candy Crush sur leur téléphone quand ils sont aux toilettes, quand ils attendent dans le bus, ça te concerne quand ils sont en attendant chez le médecin ou à la sécu. Donc il n'y a pas de temps mort, l'attente, la solitude, ça devient du coup un facteur d'angoisse. Et c'est cet objet qui vient combler cette angoisse. Donc on peut se dire de toutes les avancées technologiques qui ont finalement un effet pervers sur le lien social, sur l'humanité en général, dont les conséquences se retrouvent dans les faits divers, hein. C'est-à-dire qu'on voit une perte du lien social, on laisse des gens de plus en plus mourir sans s'en soucier, des passages à l'acte violent de plus en plus nombreux, et c'est souvent le jeu vidéo qui est désigné comme coupable idéal plutôt que le reste qui est pourtant beaucoup plus présent. On pourrait dire que c'est la faute à la télévision, à l'informatique, à les smartphones, à n'importe quoi d'autre. Non, c'est souvent le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, contrairement à d'autres arts, il répond pas, on va dire. C'est-à-dire que quand on critique le cinéma pour sa violence, pour sa sexualité ou ce genre de choses, les auteurs peuvent répondre. Pareil pour la littérature, ils répondent en expliquant ce qu'il y a derrière leur œuvre, en fait, tout simplement, ce qui est sous-jacent qu'on peut pas forcément comprendre. C'est vrai que le jeu vidéo, il est souvent attaqué. On voit pas souvent des auteurs de jeux vidéo, des équipes prendre la parole, ça arrive un petit peu, mais c'est pas le plus fréquent pour défendre leurs produits. Donc encore une fois, on revient sur est-ce que c'est un art ou pas. Encore une fois, qu'il n'y a pas d'artiste désigné. D'autre part, en fait, on voit que les personnes qui ne jouent pas, quand ils critiquent les jeux, ils se basent en fait exclusivement sur les images. Or, quand on joue à un jeu vidéo, en fait, on voit que le gameplay, ça change forcément la perception qu'on a du jeu. La plupart, n'importe qui joue, sait que quand on joue, on voit pas forcément de la violence, de la sexualité. On voit des scripts, on voit des maps, on voit des polygones, on voit des textures, et dans le feu de l'action du gameplay, on est justement complètement happé par ça, et on voit absolument pas ce que les personnes qui ne jouent pas voient comme violence ou comme sexualité, en fait. Et la plupart des critiques de jeux vidéo, en fait, réduisent les jeux aux jeux les plus vendus, les plus violents, donc ceux qui sont classés PEGI 18. Donc en fait, selon la classification de PEGI, leur dernière statistique, les jeux qui sont classés de plus de 18 ans ne représentent que 4% de la totalité des jeux. Et c'est ceux-là dont on entend tout le temps parler. Les jeux qui sont tout public, c'est quand même 50% des jeux vidéo, qui sont à partir de 3 ans, donc tout public. Et ceux-là, on en entend beaucoup moins rarement, beaucoup plus rarement parler. Donc, le jeu pourtant, pas le jeu vidéo, mais le jeu de manière large, il existe depuis la nuit des temps. Le terme latin renvoie en fait à une plaisanterie ou un divertissement. Donc en philosophie, en fait, le divertissement, c'est ce qui est fait pour nous faire oublier qu'on va mourir un jour, en fait. Pour nous divertir, pour oublier qu'on va mourir. Donc le jeu est au cœur du développement moteur et psychique de l'enfant, depuis la psychanalyse, depuis Freud, et ça on le sait même bien avant, à tel point que quand on voit un enfant qui ne joue pas, tout de suite c'est vu comme quelque chose de pas normal, de suspect. Donc la forme technologique du jeu, donc le jeu vidéo, est donc naturellement au cœur de notre société qui est technologique.
On peut rappeler enfin pour le jeu qu'il y a une différence entre le game, qui est l'aspect organisé d'un jeu en fait, donc avec des règles, et le play qui est le jeu de faire semblant quand on laisse un enfant utiliser un objet quelconque, qui s'invente en fait un jeu à partir de là, ça c'est le play, tandis que le game c'est le jeu qui est structuré, donc du jeu de société jusqu'au jeu vidéo. Alors une des raisons pour expliquer pourquoi c'est le jeu vidéo est le coupable idéal, c'est son lien étroit en fait avec l'adolescence. Alors, le jeu vidéo, en fait, c'est historiquement, on va dire, un loisir qui était plutôt destiné aux adolescents et aux enfants, enfin, au moins aux yeux du grand public, quand ça commençait à émerger. Malgré le fait que aujourd'hui, la grande majorité de la population soit joueuse d'une manière comme d'une autre. La plupart des gens qui pensent à jeux vidéo, ils pensent aux jeux, à Call of Duty, à GTA, à la PlayStation ou le PC, mais la plupart des gens jouent d'une manière générale sur les jeux sociaux, sur Facebook, sur leur smartphone, et donc en fait, selon une étude de TNS Sofres, plus des 2 tiers des Français jouaient aux jeux vidéo en fait, d'une manière comme d'une autre. Donc encore une fois, on voit que le regard qu'on peut porter sur le jeu est centré sur certains jeux et pas sur toutes les pratiques, parce que voilà, les jeux qui sont joués sur Facebook ou sur smartphone, du coup touchent finalement les 2 tiers de la population, c'est-à-dire une grande partie. Alors il y a des consoles telles que la Wii qui ont eu tendance à démocratiser le jeu pour tout le monde, et les jeux sociaux comme je disais, donc il y a eu Farmville au début, Angry Bird ou Candy Crush Saga pour citer que les plus connus on va dire, qui ont fait un peu développer le média. Et pourtant, malgré tout, le stéréotype du gamer, ça reste celui qui a toujours été, c'est-à-dire un adolescent, garçon, et ayant un rapport pathologique de manière générale au lien social, plutôt renfermé, et un rapport pathologique aux produits jeux vidéo qui est vu comme une drogue en fait. Donc ça on va le développer un peu plus tard. Alors je ne sais pas si vous avez vu la dernière campagne de l'INPES sur la sensibilisation à l'addiction chez les jeunes. Pour voir, il n'y a qu'à la regarder pour voir la ténacité finalement de ces clichés, de ces stéréotypes. Hein. On voit en fait un jeune enfant qui joue à un jeu vidéo dans sa voiture, en lui disant sa vision de lui-même et sa vision par sa mère, et ensuite on le voit jouer, on le voit plus tard, dans un jeu vidéo qui ressemble à un jeu de poker entre gangs, et à la fin du compte, la vision de son père, c'est une vision où il voit un adolescent obèse qui joue tout seul enfermé dans sa chambre. Et donc, c'est une campagne qui donc met le jeu vidéo au même niveau que le cannabis, que l'alcool, des produits qui sont donc toxiques pour le corps et qui ont un facteur d'addiction réel dans le psychisme en fait. Donc du coup, ça fait sans doute écho à une étude qui avait eu juste un peu avant, disant qu'un adolescent sur 7 aurait un problème entre guillemets avec le jeu vidéo. Problème au sens le plus large possible, on ne va pas trop savoir ce que c'est, 1 sur 7, une statistique qui vient de ses eaux. C'est pas d'ailleurs la première fois en Europe qu'on a des campagnes de sensibilisation de ce type. Il y en avait une au Royaume-Uni en 2009 où il y avait écrit risquer une mort jeune, ne faites rien, en voyant un enfant en fait, qui tenait une manette PlayStation dans la main. Donc là, la campagne disait carrément le jeu vidéo tue, littéralement. Donc, pour quelle raison, en fait, finalement, le jeu il reste associé à l'adolescence, malgré le fait que, comme on l'a dit, il y a une pluralité de profils de joueurs. Maintenant, être un joueur, ça regroupe énormément de choses. Alors, on va juste repartir sur la notion d'adolescence et essayer de voir un peu le lien. Donc, la notion d'adolescence, c'est quelque chose qui est plutôt récent, ça a apparu il y a un siècle en Occident. Donc, c'est un moment de la vie qui est traumatique du fait au changement corporel, en fait, à l'accès à la génitalité et les transformations qui en découlent. Donc on a un changement dans l'image du corps qui doit être pris en charge, qui doit être pensé en fait, et la crise d'adolescence c'est justement ce qui résulte de ça en fait. L'accès au fait de pouvoir, à la reproduction, à la génitalité entraîne généralement une réactualisation du complexe d'Oedipe, d'où un rapport un peu pathologique et problématique aux parents. Alors chez l'enfant, le fait que les parents disparaissent, c'est cause de l'angoisse. Chez l'adolescent, c'est la présence des parents en fait qui cause de l'angoisse. À ce moment-là, pour symboliser ce traumatisme et le fait que le modèle parental s'écroule, l'adolescent en fait il choisit des modèles, des idéaux. Donc ça peut être un groupe, ça peut être une bande de potes, et ça peut être un personnage qui soit une star ou qui soit un personnage virtuel justement. La bande de potes peut être aussi une guilde comme dans World of Warcraft ou un clan comme dans Clash of Clans par exemple. Donc ce qui était à la base uniquement dans la réalité, donc la bande de potes ou la star du rock, maintenant peut être virtualisée, c'est-à-dire une bande de potes virtuelle et une star virtuelle.
Il y en a certains du coup qui passent pour un usage pathologique de produits, donc de la drogue, et c'est le seul moyen en fait de calmer l'angoisse. Donc c'est à ce moment-là où on peut déjà penser le rapport du jeu comme vu comme une drogue dont on parlait tout à l'heure. On retrouve en fait la problématique de l'image du corps qui change au travers des jeux à avatar en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, donc World of Warcraft est le premier qui me vient en tête, où on doit créer un personnage de toutes parts, de toute son apparence. On choisit la race, on choisit la taille, le visage, les traits du visage. Et il y a quelque chose qui est déjà en jeu au moment où on crée un avatar qui nous ressemble ou pas, ou qui représente un idéal par rapport au jeu où la figure du héros est déjà déterminée. Mario c'est Mario, Lara Croft c'est Lara Croft. On la choisit pas, on la modifie pas. Donc il y a déjà quelque chose qui se joue au niveau justement de l'avatar. Ça peut aussi se retrouver par exemple dans les jeux comme les Sims, où on choisit son personnage, on choisit sa maison, on choisit tout ce genre de choses en fait. Donc l'exploration en fait qui était à la base une des conditions de l'adolescence, c'est-à-dire explorer le monde littéralement au sens propre, maintenant elle peut se faire tout simplement virtuellement. Donc l'adolescent, dans notre société, il met en scène justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'aller dans la jouissance absolue, donc jouissance au terme de faire de tout ce qu'on veut, de notre société. Et pour marquer la distance avec l'adulte, il s'approprie quelque chose de nouveau. Donc dans chaque génération, on a des néologismes dans le langage, des mots nouveaux qui apparaissent, et du coup rendant les relations un peu plus compliquées entre les générations. Et l'adoption d'une nouveauté culturelle fait aussi partie des mouvements défensifs envers les adultes, et se heurte généralement à la compréhension des adultes et à la peur de la nouveauté, tout simplement, accompagné avec les stéréotypes et les préjugés qui vont avec, et le rejet qui s'ensuit, qui est un mouvement défensif par excellence, notamment du groupe des adultes par rapport au groupe des adolescents. Au cours du XXe siècle, on a eu le rejet de la musique rock, hein, tout simplement, le hard rock, le punk rock, c'était des choses qui étaient sataniques, on a pu rejeter ça. Des milliers d'excuses. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, donc rappelons, c'est quand même devenu le produit culturel par excellence. FIFA 2015, c'est le produit culturel le plus vendu en 2014. Tout produit confondu, y compris les DVD, livres, tout produit culturel. C'est FIFA 2015 le plus vendu avec 1,3 million d'unités en France. Donc le jeu vidéo, c'est donc le produit culturel qui est lu par excellence par les adolescents, les jeunes, et par conséquent rejeté par les adultes. On va faire un petit tour donc, des stéréotypes et des idées reçues relatives aux dangers des jeux vidéo et à tous les stéréotypes qui vont avec. Alors le premier, bien entendu, c'est la violence. Alors, la violence dans les jeux vidéo, ça remonte à loin. Donc ça remonte la première fois à Death Race, en 1976, sorti sur arcade. Donc à l'époque, c'était un jeu monochrome, hein, c'était des gros carrés blancs sur fond noir, hein, vraiment, qui était adapté d'un film qui s'appelle Death Race 2000, qui est sorti à peu près en même temps. Donc dans un jeu monochrome, c'était le pilote qui devait écraser des monstres, en fait, tout simplement, des monstres qui étaient des gros carrés, des pixels. Donc la critique, elle s'est vraiment acharnée sur ce jeu. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne s'est pas du tout acharnée sur le film, où du coup on voyait vraiment des images, même si c'était au second degré, de pilotes qui écrasaient vraiment des humains dans le film. Donc la différence entre on critique ce jeu vidéo et on critique pas le film qui a le même thème mais qui est plus réaliste, peut-être penser en fait d'une part par rapport à la place du média dans le lien social. Aujourd'hui, la grande majorité des gens regardent la télévision, mais ceux qui ne regardent pas la télévision, c'est un choix, du coup. La télévision, ça a existé, ils y ont été exposés, et ils ont fait le choix éventuellement de ne pas regarder, mais une grande majorité des personnes regardent la télévision. Donc l'aspect de peur, du rejet de la nouveauté, pour la télévision, ça n'existe pas, parce que finalement tout le monde y a été confronté à un moment, et éventuellement a fait le choix de ne pas y adhérer, de ne pas regarder la télévision. Là ici, donc, c'est donc le jeu vidéo à ce moment-là en 76 comme une nouveauté qui était complètement effrayante, qui a été rejetée en masse, et pas le contenu qui aujourd'hui, quand on voit ce genre de choses, on ne peut absolument pas comprendre comment on a pu trouver que ces gros amas de pixels, ça a pu être violent, ça a pu être considéré comme étant une démonstration de violence, une incitation au passage à l'acte, tout ce genre de choses, bien évidemment. La deuxième chose, c'est l'aspect actif en fait du média, c'est-à-dire que la télévision, c'est passif. Donc quand on regarde un spectacle et qu'on ne fait rien, on sous-entend qu'on acquiesce, qu'on est d'accord, qu'on est d'accord avec les valeurs de ce qui est regardé, mais que du coup, l'acte, le fait de jouer, de mettre en scène, c'est considéré comme une dimension plus engageante en fait, et que le fait justement d'acquiescer un support à un spectacle passif tout simplement. Donc le fait de jouer,
de faire les actions soi-même, c'est considéré comme étant actif et donc plus engageant, d'où les réactions plus marquées en fait face à ce média, où le joueur est un acteur des violences et pas juste un simple spectateur. Un peu plus tard, on a eu les polémiques sur la violence de Mortal Kombat en 92 et de Doom en 93, qui fut directement critiqué par Hillary Clinton. Mais c'est en 97 en fait qu'il y a Carmageddon, le jeu Carmageddon, qui reprend le principe de Death Race, avec une technologie donc bien plus avancée et beaucoup plus réaliste, en tout cas pour l'époque. Et là, bien évidemment, les critiques se sont pas fait attendre. Le jeu il a été tout simplement interdit dans certains pays, comme le Brésil, et il a été censuré dans d'autres pays d'Europe, où les piétons ils ont été remplacés par des zombies ou par des robots. On commence à ce moment-là, en 97 avec Armageddon, à entendre les premières fois les idées selon lesquelles le comportement du jeu influe dans la vie réelle en fait. Donc les comportements rendraient violents, le jeu vidéo donc rendrait violent. C'est à ce moment-là que les premiers faits divers tragiques sont arrivés pour vérifier cette hypothèse en fait. Donc en 99, il y a 2 étudiants qui tuent une douzaine de leurs camarades de classe à la Columbine High School avant de se suicider, de retourner les armes contre eux-mêmes. Alors tout de suite, immédiatement, il y a eu un lien envers leur passion pour les FPS, donc en l'occurrence ils jouent à Doom, il y a une personne, un des 2 tueurs qui faisait en fait des mods pour Doom, il a fait une modification du jeu, créé des maps, ce genre de choses. Donc leur passion pour les jeux vidéo et en même temps pour la musique rock, ils aimaient Marilyn Manson en fait. Donc le lien il fut tout de suite établi, et arbitrairement du coup sans aucune logique, et il y a même des plaintes qui ont été carrément déposées contre les éditeurs de jeux de tir à ce moment-là, en disant qu'ils étaient responsables. Bien évidemment les plaintes n'ont pas abouti parce que le lien n'a pas pu être fait. En revanche, la remise en cause de la vente d'armes aux États-Unis, donc qui est vraiment le centre le pilier de la démocratie américaine, c'est par le 2e amendement, qui cause du coup plus de 11 000 morts par an, au moment des fêtes en tout cas. Ça fut pas mis en question à ce moment-là et ça a été mis sur le tapis que dans un second temps, on va dire, notamment le film Bowling for Columbine de Michael Moore qui pose cette question en fait. Mais c'est absolument pas ce qui est sorti en premier. Le premier, c'est les jeux vidéo et la musique de Marilyn Manson les a rendus violents en fait, les a fait passer à l'acte. Donc du coup, le jeu vidéo, c'était le coupable idéal pour expliquer quelque chose qui était vraiment impensable, donc le meurtre d'une manière générale, arbitraire, et d'enfants, enfin d'adolescents. Du coup, c'était quelque chose qui était impensable, et donc du coup, on a dit le jeu vidéo, ça servait justement à calmer cette angoisse de l'inexplicable, pour éviter le vrai problème de fond de la société, hein, bien évidemment, donc les armes et tout ce qu'on a parlé. Il y a même la NRA, donc National Rifle Association, qui est l'association qui fait la promotion des armes aux États-Unis, elle-même, qui a osé pointer le jeu vidéo comme responsable des massacres. Bien évidemment, ils ne pouvaient pas se retourner contre eux-mêmes et il fallait qu'ils défendent leur lobby, donc du coup, ils ont pointé eux-mêmes le jeu vidéo, ils ont osé le faire en fait, pointer le jeu, pointer leurs propres armes. On a vu que c'était Charlton Heston à l'époque, l'acteur américain qui était le président de la NRA, qui est intervenu à Columbine. Et aussi un peu plus tard à Flint, il y avait eu un enfant de 6 ans qui avait emprunté une arme à feu à son oncle et qui avait tué une petite camarade de classe. Et donc du coup dans les 2 cas, Charlton Heston s'est rendu sur place pour défendre justement le droit d'avoir des armes aux États-Unis, et on a mis une couche au passage en disant que les jeux vidéo c'est quelque chose de dangereux. Ce qui est complètement une aberration, mais du coup effectivement il fallait bien défendre leur organisme en fait, quoi. Parallèlement à ça, il y a la norme PEGI qui va le jour en 2003, qui reprend en fait certaines normes qui existaient par pays pour la normaliser. Donc c'est une norme européenne qui est utilisée par pas mal de pays. En même temps, en 2004, donc les faits divers continuent, on a un homme qui jouait à Manhunt, donc un jeu de mise à mort de Rockstar, qui assassine un de ses proches. Donc le simple lien entre le passage à l'acte, donc l'assassinat et le fait qu'il joue à Manhunt, a suffi en fait à faire interdire le jeu en Grande-Bretagne. Encore une fois, de manière complètement arbitraire. Et il y a Cho Seung-hui, j'espère que je le prononce correctement, qui en fait a commis un meurtre dans la Virginia Tech en 2007. Pareil, on a fait le lien qu'il était passionné de jeu, alors qu'en fait il souffre accessoirement de graves troubles mentaux comme pas mal d'autres personnes qui sont passées à l'acte. Mais ça, bien évidemment, on n'y a pas pensé en premier. De la même façon, il y a eu Breivik qui a tué des gens dans je ne sais plus quel pays du Nord, qui jouait à World of Warcraft alors qu'il a été diagnostiqué psychotique, je crois. Donc du coup, encore une fois, les critères les plus évidents qui sont que la personne a des troubles mentaux, ils sont mis de côté et on utilise le jeu vidéo comme un bouche-trou.
Alors finalement, est-ce que les jeux vidéo, ça rend violent, oui ou non? Bah, je ne vais pas répondre puisque c'est ma conférence de demain. Donc je vous invite pour ça à venir demain pour avoir la suite. Donc, d'une manière plus globale, donc là on reste quand même sur un point de vue plus sociétal hein, de l'analyse, on passera sur un point de vue plus psychopathologique demain. D'un point de vue plus global, les dénonciations relatives à la violence dans les jeux vidéo, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Alors que dans le domaine de la télévision, il y en a peut-être plus moins ou d'un autre type, on va dire. Donc ça pointe deux faits. La mise en acte de la perte du lien social de nos sociétés, c'est ce que je disais tout à l'heure du coup, le fait que par la technologie et cette obligation presque de profiter du bonheur absolu de l'objet, ça défait les liens sociaux. Donc du coup ça entraîne une banalisation de la violence, et non pas de manière passive comme à la télévision, mais active avec une manette dans la main. Du coup encore une fois c'est la différence entre la passivité de la télé et l'activité du fait de jouer qui est mis en avant en fait, qui a pensé. Donc du coup le jeu vidéo en fait ça dénonce que le sujet de cette postmodernité c'est pas une victime passive en fait des changements de notre société et qui du coup il est actif en fait hein, donc il a le libre arbitre et il fait ses choix comme celui d'Anna dans le jeu on peut faire le choix voilà, par des jeux on va dire de choisir de tuer son ennemi virtuel ou pas de jouer à ce jeu là ou à un autre. Donc du coup, il y a un choix. Du coup, à ce moment-là, on n'est pas, le genre ne subit pas la situation de manière générale. Donc la quasi toute-puissance du joueur, ce qui est vu comme une toute-puissance bien évidemment, puisque du coup le joueur n'est pas tout-puissant dans le jeu, et même dans les jeux qui sont relativement libres comme GTA par exemple, il y a des règles, bien évidemment, hein. Il y a la police qui vient nous arrêter, même si contrairement à la réalité on ressort du commissariat aussi sec. Mais du coup, c'est pas en vrai une toute-puissance, mais c'est perçu comme une toute-puissance. Hein. Ça renvoie justement à la toute-puissance de cette société et de l'objet. On nous oblige à être heureux, et qui finalement est à l'heure, parce que ça crée de l'angoisse, et ça peut même être morbide à la fin du compte, en fait. Hein. Donc le fait d'attaquer le jeu vidéo au sens large du terme, c'est un moyen en fait justement d'oublier, donc de refouler tout ça, tous ces questionnements de fond sur notre société justement postmoderne liés à la consommation, à l'objet et les conséquences qu'on vient de parler. Et ça a un moindre coût de dire on refoule tout ça, on met tout ça de côté et on pointe le jeu vidéo comme coupable plutôt que de se dire de se poser des vraies questions mais du coup qui sont complètement fondamentales, qui renvoient à toute notre vie actuelle, l'espèce humaine comme elle est configurée maintenant, et qui remonte du coup à plusieurs décennies, voire même un siècle hein, finalement. Peut-être pas un siècle, mais bon, depuis la Shoah, plus de la moitié du siècle. Donc du coup, le fait de désigner le jeu vidéo comme un responsable, c'était un petit peu plus simple, on va dire. Quoi. Et plus simple en termes de coût psychique, on va dire. Où j'en étais... J'ai perdu le fil. Donc oui, l'adolescent, lui, qui cherche donc à éprouver justement sa liberté, cette toute-puissance, lui il choisit forcément de s'adonner à ce loisir, hein, surtout quand il constate que le jeu vidéo c'est pas bien compris par les adultes et c'est plutôt rejeté. Donc comme il cherche à s'en distancier, directement il va aller choisir ce média-là, puisque c'est plus simple, ça fonctionne. Et donc il éprouve en fait un plaisir en plus à transgresser de manière virtuelle les règles de bienséance de la société, c'est-à-dire voler des voitures, tuer des gens, massacrer son prochain, littéralement. Hein. Surtout quand la transgression est condamnée par les adultes, mais que contrairement à la réalité, les sanctions, il n'y en a pas, bien évidemment. Un adolescent qui peut avoir envie d'aller voler des voitures ou de tuer des gens, de passer à l'acte violent dans la vraie vie, il sait très bien que les conséquences elles sont réelles, il peut se faire arrêter, finir en prison ou mort dans un accident de voiture ou dans un combat. Il sait très bien qu'en jouant à un jeu vidéo, il n'a aucune de ces conséquences, mais que ce comportement va quand même choquer les adultes en jouant à un jeu vidéo, puisque forcément dès qu'il y a un GTA, les polémiques elles repartent dessus. Et donc du coup, il arrive à retrouver ces sentiments de toute-puissance et d'aller heurter l'adulte sans en avoir les conséquences. Bien évidemment, c'est le plus simple à mettre en place plutôt que de passer à l'acte réellement. Bien évidemment, il y a aussi des adolescents qui vont aller voler des voitures et passer à l'acte, bien évidemment, là n'est pas la question. Mais du coup, de manière générale, le jeu vidéo, c'est quand même un média de choix pour ça. On peut aussi voir que le côté ridicule de la violence de certains jeux, elle n'est pas perçue par certains en fait. Par exemple, le film Evil Dead 2, tout le monde voit que quand c'est ultra violent, mais que c'est au second degré en fait. Donc la violence gore qui s'en dégage, finalement ne choque pas grand monde. C'est quand même un film qui est interdit aux enfants, mais les gens ne disent pas que c'est un film ultra violent ou choquant.
Par contre, visiblement, quand on voit Mortal Kombat, les gens font pas le rapport, quoi. Mortal Kombat, pour ne citer que celui-là, c'est un jeu qui est ouvertement violent, mais ça devient ridicule. Il y a des démembrements qui sont complètement abusifs, enfin c'est n'importe quoi. Et les gens, ils considèrent toujours ça comme ultra violent et donc dangereux. Ils voient absolument pas le côté second degré que peut avoir un jeu aussi violent que ça. On le voyait pas dans GTA, je peux le comprendre, puisque GTA c'est quand même assez proche de la réalité. Le vol de voiture ou le meurtre, c'est quand même quelque chose d'un peu plus réel. Et sur des jeux comme Mortal Kombat qui ont été l'un des premiers à être critiqués, qu'on ne puisse pas le voir, effectivement, c'est quand même pas anodin. Alors que, comme je disais, dans le cinéma, on le voit. Alors une autre thématique qui a fait couler pas mal d'encre, c'était par rapport à la sexualité. Alors la sexualité, là, c'est vendeur depuis la nuit des temps, bien évidemment, le jeu vidéo n'échappe pas à cette règle. Alors le premier jeu qui a été incriminé par rapport à ça, c'était Custer Revenge, en 82. Donc le joueur, il incarnait un soldat qui devait littéralement agresser sexuellement une jeune indienne. Donc là, bien évidemment, il y a un cas extrême où la violence et la sexualité sont liées, on ne peut que condamner ce genre de jeu. Là, en plus, ça traque de fond le génocide indien et les actes de barbarie qui ont lieu, donc forcément, ça peut être que dénoncé. Mais après, il y a des jeux qui mettent ouvertement des créatures aux formes complètement disproportionnées, comme Dead or Alive, la version volleyball, où on voit des créatures qui sont complètement abusives au niveau des proportions. Du coup, c'est le seul argument de vente du jeu. Alors après, c'est pas des jeux que je connais personnellement, peut-être qu'il y a un intérêt derrière, mais bon, on voit vraiment que c'est ce qui est mis en avant comme argument de vente. Moi, personnellement, ça me prête plus à sourire, tellement c'est ridicule et grotesque et voyant en plus. On voit bien que c'est l'argument de vente, plutôt que de dire que de condamner ce genre de jeu parce que c'est choquant, du coup. La grande majorité des occurrences de la sexualité dans les jeux ont eu à peu près le même accueil. Hein. Des petits jeux sexuels qu'il y avait eu à l'époque sur ordinateur, donc sur la Commodore, l'Amiga, il y a des petits jeux sexuels déjà qui ont commencé un peu à heurter les gens, jusqu'au fameux mode Hot Coffee de GTA San Andreas, où il y avait en fait une scène de sexualité explicite qui était intégrée mais cachée dans un jeu qui était très 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 populaire. Donc ce GTA était censé voler l'innocence de nos enfants, hein, selon Hillary Clinton, mais surtout avec une scène de sexualité dans un jeu qui était interdit au moins de 18 ans. Donc dans l'absolu c'est cohérent puisque le jeu est déjà interdit au moins de 18 ans. Donc du coup non, GTA il a été attaqué comme le reste. Donc comme je le disais, on observe encore un grand fossé entre le jeu vidéo et les autres médias, hein, que ce soit écrit ou télévisuel. Quand on voit de la sexualité dans un roman ou dans un film, c'est toléré, on va dire. C'est adapté, il y a des tranches d'âge. Mais en général, quand ça apparaît dans un jeu qui est pourtant réservé aux adultes, non, c'est quand même choquant. Donc là, il y a quelque chose là-dessus. Donc 2 points. Le fait que certains jeux soient réservés aux adultes, en fait, semble heurter tout simplement le stéréotype du gamer. Hein. Dans la plupart de la tête des gens, un jeu vidéo, c'est pour les enfants et les adolescents. Un point, c'est tout. Alors que du coup, les jeux qui sont destinés aux adultes le sont pour les adultes et le contenu correspond. Ça a à peu près le même effet que si un produit qui était pornographique et qui était diffusé sur une heure et sur un média spécialement destiné aux enfants. Évidemment, c'est pas le cas et ça choquerait. Et là, pourtant, quand c'est diffusé sur un jeu qui est étiqueté clairement en gros pour adultes, là par contre, ça choque. Donc c'est 2 traitements différents. Du coup, le fait de continuer à associer jeux vidéo et l'adolescence, ça permet aux adultes qui ne jouent pas de continuer à rejeter en masse quelque chose qui les effraie et qu'ils n'arrivent tout simplement pas à appréhender. Et d'une manière générale, mais là c'est valable pas que pour le jeu vidéo, le fait de rejeter quelque chose, ça renforce en fait le groupe, l'appartenance au groupe tout simplement. Et les tabous qui sont liés à la sexualité sont plus facilement refoulables, encore une fois, donc on peut mettre de côté plus facilement. Quand ils font partie d'une culture commune, donc ça passe mieux quand c'est la télé ou la presse écrite, ou de manière générale sur des médias où on est passif, plutôt que quand c'est sur un média qui est inconnu et qui est actif là, du coup ça agace un peu plus. Et encore dans notre culture, on n'est pas trop érotique game comme les Japonais, c'est pas trop ancré dans notre culture à ma connaissance. J'ose même pas imaginer ce que les médias diraient si des jeux comme Tokimeki Memorial, pour ne citer que ce jeu-là, un jeu érotique japonais, était aussi vendu que GTA. Du coup, là, on peut imaginer qu'on aurait quelque chose qui serait assez. Des réactions assez violentes, du coup. Au niveau de la morale, alors j'ai mis le terme morale au sens entre guillemets, hein, parce que du coup, la morale c'est relatif. Donc, s'il y a des jeux qui ont bien défrayé la chronique, c'est toujours Grand Theft Auto, GTA. En plus de la violence et de la sexualité, donc la sexualité ça arrive plus tard, c'est le côté immoral en fait qui a été pointé. Donc là il s'agit de tuer des innocents. Il ne s'agit plus de tuer des innocents comme le premier en fait psychopathe venu, hein, tout simplement, mais il s'agit de commettre des assassinats de manière organisée,
sur des officiers de police, littéralement, de livrer de la drogue, des armes, et le tout rythmé par du carjacking, hein, donc du vol de voiture, comme l'indique le titre du jeu. Donc là, on a carrément toutes les facettes négatives de l'être humain qui sont mises en jeu et glorifiées du coup, venant ainsi percuter directement la loi au sens dont on entend d'habitude, qui fait officiellement, en fait, qui fait office de cadre, hein, tout simplement, à tout ce qu'on peut avoir en nous de plus violent, de plus sadique. On a la loi qui nous empêche de le faire. Là, dans GTA, c'est carrément inversé, ces comportements sont glorifiés. Donc là, du coup, il y a les syndicats de police qui, eux, ont vu, au moment de la sortie du premier GTA, je crois, les syndicats de police ont vu une attaque à leur profession directement, ce qui peut être cohérent à la limite. Mais ce jeu, en fait, il peut choquer parce qu'il montre tout simplement de manière non masquée tout ce qui, d'un point de vue pulsionnel, peut être rangé, refoulé de manière propre. Et là, du coup, tout est sorti, tout est mis en jeu. Donc, toutes nos facettes les plus sombres sont mis directement en avant et en jeu de manière ludique et glorifiée dans un jeu vidéo. Donc, du coup, c'est le fait de voir à ciel ouvert directement ça qui a pu justement faire un gros phénomène de rejet de GTA, peut-être plus que d'autres jeux, en fait. La seule chose que les gens, bien évidemment, qui ne jouent pas, oublient de préciser que dans GTA, par exemple, les meurtres d'innocents, c'est un choix. C'est une possibilité. On peut tuer, on est obligé dans le scénario de tuer généralement des gens qui sont des criminels, mais le fait d'abattre le premier venu dans la rue, c'est un choix du joueur ou pas. Ce libre arbitre, généralement, il n'est pas perçu, en fait, généralement, ou il est perçu sans importance. Dans les jeux au niveau moral qui ont pas mal de polémiques, il y a aussi Postal, en fait. Alors, ensuite, on a eu au niveau de la religion. Alors là, c'est un sujet les plus sensibles à l'heure actuelle, en fait. On a Doom 3, qui fut attaqué pour apologie du satanisme, et en plus l'ultra-violence. Donc les critiques, en fait, sur la religion n'étaient généralement le cadre du jeu vidéo. Donc les événements récents, bien évidemment, nous l'ont démontré. Donc le jeu vidéo, c'est pas particulièrement ciblé. Donc on va pas forcément développer là-dessus. Mais on voit quand même que les développeurs de jeux prennent cet aspect très au sérieux, en fait. Il y a eu une polémique avec Tekken Tag Tournament 2, où en fait, quand on regardait par terre, il y avait le nom d'Allah qui était écrit sur un papier, et du coup, ça a dû être retiré immédiatement parce que c'était perçu comme une offense. Et dans Modern Warfare 2, il y avait une citation accrochée au mur qui était soi-disant une citation du prophète Mahomet, qui a été retirée dans le jeu parce que la citation était placée dans un décor qui était des toilettes, je crois, donc du coup c'est contraire à la religion, et en plus on pouvait tirer dessus littéralement, donc du coup c'est considéré comme interdit. Pareil, ça a été retiré immédiatement en fait. Par exemple, on peut même voir qu'il y a une fatwa donc, qui a été prononcée contre la licence Pokémon en 2001, parce que les personnages évoluent et que du coup ça fait référence à la théorie de l'évolution. On a même eu dans Zelda Ocarina of Time un symbole qui a été modifié parce que ça ressemblait au croissant de l'islam en fait, un symbole religieux qui a été modifié. Donc en fait on voit que du coup il y a certains jeux qui sont quand même un peu échappés à ça. Il y a un jeu qui s'appelle El Shaddai qui est basé sur le livre apocryphe d'Enoch. Là par contre ça passe un peu à la trappe, mais d'une manière générale les éditeurs de jeux ils sont assez sensibles à ce genre de sujet. Et l'autre aussi qui est sujet qui est plutôt sensible, c'est le racisme en fait. Donc le cas le plus gros, le plus lourd et le plus connu, c'est un jeu qui s'appelle KZ Manager, qui est sorti en 90 sur Commodore 64, où là il s'agissait carrément d'un jeu de gestion d'un camp d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là bien évidemment c'était pas du tout au second degré ni quoi que ce soit, c'était au premier degré, et qui met en scène donc vraiment quelque chose de tragique. Donc là c'est vraiment un cas particulier bien évidemment d'un jeu qui était simplement pas tolérable, ça c'est sûr, mais il y a des propos par exemple racistes entre les communautés dans des jeux comme GTA, c'était Vice City, qui font pas énormément de polémiques. Alors il y a bien eu une affaire comme quoi les Haïtiens et les Cubains étaient victimes de racisme dans GTA Vice City, mais quand on parle de GTA généralement c'est toujours la violence, la liberté, le vol et ce genre de choses. Le racisme ça passe toujours un peu en second plan en fait. C'est un peu comme si c'était absorbé par la violence et le côté immoral du jeu en général. Et on a Capcom par exemple qui a dû faire face à des grosses accusations de racisme à cause de Resident Evil 5. Donc le jeu se passe en Afrique, donc la majorité des zombies du jeu en fait étaient noirs. Et donc du coup les gens y ont vu du racisme tout simplement. Donc pour calmer la polémique, il a modifié le jeu Capcom en ajoutant quelques zombies blancs tout simplement et en rajoutant une protagoniste noire. Mais alors, bizarrement, le fait de tuer des zombies exclusivement hispaniques dans Resident Evil 4 n'avait dérangé personne. Donc du coup, encore une fois, il y a un peu de poids de mesure là-dessus.
Donc du coup, on peut penser que le jeu vidéo est en fait un miroir de notre société actuelle, et donc du coup, on peut dire que dans notre société, il y a encore deux sujets qui sont très 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 tabous, donc la religion et le racisme, et là du coup, même dans les jeux vidéo, on rigole pas trop avec ce sujet, on va dire. Et en parallèle, ces deux problématiques, donc la religion et le racisme, sont pas du tout centrales dans le processus adolescent, qui sont plutôt au niveau des prises de risque avec les sports extrêmes, la violence, les produits stupéfiants, ce genre de choses, et la rencontre avec la sexualité. Donc encore une fois, notre société moderne rencontre la problématique de l'adolescence, violence, sexualité, drogue, et le jeu vidéo, il est le bouc émissaire pour ça en fait. Tandis qu'effectivement, religion, racisme, c'est quelque chose qui concerne un petit peu moins, on va dire, l'adolescence, et donc dans le jeu, le jeu n'est pas trop attaqué là-dessus, c'est un sujet un peu plus tabou, un peu plus en retrait en fait. Donc finalement, le jeu vidéo qui est associé à l'adolescence et qui finalement qui définit les pathologies de notre société moderne, donc c'est le média qui est le plus explicite justement pour dénoncer finalement ces pathologies en fait. Et donc du coup, par un processus qu'on appelle de refoulement, c'est-à-dire le fait de mettre ça de côté, plutôt que de gérer, de s'interroger, de se poser les bonnes questions sur notre société, sur ce que c'est notre société actuelle, sur ce que c'est l'adolescence, en quoi l'adolescence dit quelque chose de notre société, c'est plus simple de refouler tout ça et d'attaquer directement ceux qui le dénoncent, c'est-à-dire le média, jeu vidéo, tout simplement. J'ai encore un peu de temps. Bon, j'ai encore un peu de temps. Alors, il y a eu des attaques au niveau de la santé. On a eu l'épilepsie dans les années 90 où il y avait un Anglais qui était mort en jouant en fait. Mais en fait, il était épileptique avant. Donc du coup, alors à l'époque, c'était le jeu vidéo rend épileptique. De santé, et on a inversé en disant que ça peut déclencher éventuellement, dans certains cas, des crises d'épilepsie chez les personnes épileptiques photosensibles, ce qui est juste en fait une catégorie d'épilepsie. Donc on n'en a plus trop entendu parler, maintenant il y a des avertissements sur les jeux vidéo, du coup on n'en entend pas, donc on ne met plus trop le jeu vidéo là-dessus. On parle éventuellement d'obésité, mais du coup c'est quelque chose qui est pointé pour la télévision notamment, et tout ce qui est loisirs passifs, donc ça pareil, on n'en met plus trop là-dessus. Mais donc du coup, il fallait quand même quelque chose au niveau de la santé pour pouvoir attaquer un petit peu le jeu vidéo, hein, pour dire que les problèmes de santé de notre société, il faut qu'ils portent le chapeau aussi, donc on a parlé de l'addiction du coup. L'addiction, ça c'est bien, c'est moderne, ça fait parler, ça fait couler l'encre. Donc l'addiction, du coup, comme on a un rapport à l'objet, on croit qu'on peut profiter des objets d'une manière illimitée. Du coup, l'addiction, c'est la pathologie dominante de notre société, du coup. Alors on a tout ce qu'on peut avoir comme addiction, la drogue, l'addiction au sexe, aux jeux vidéo, la boulimie, l'anorexie, le suicide, tout ce qui peut être excessif, on l'a dans notre société postmoderne. Donc le jeu vidéo, bien évidemment, il en fait partie. Alors le terme addiction, il est utilisé à tort et à travers, donc le concept on le comprend même plus. Donc du coup, cette notion-là a été prise pour le jeu vidéo, bien évidemment. On a un sondage qui dit que 41% des parents jugent leur enfant accro aux jeux vidéo. Donc c'est un sondage de 2009. Donc c'est bien évidemment le terme accro, addict. Encore une fois, ça se base sur rien, sur le sens commun. Donc du coup, 41% des parents qui voient leur adolescent addict, c'est quand même un score assez énorme. Donc du coup, juste à titre de comparaison, il y a une étude en 2012 qui dit que le français moyen joue 12 heures et 12 minutes par semaine et je regarde la télévision 3h50 par jour, donc 26 heures par semaine. Donc la quantité de jeux vidéo, on passe de 12 heures à 26 heures de télé. Donc à ce moment-là, la télévision est donc 2 fois plus regardée, et pourtant on pointe le jeu vidéo comme une addiction et une consommation, une surconsommation. Donc à la base, l'addiction c'est quelque chose qui vient d'un terme juridique, ça apparaît en psychiatrie un peu plus tard pour remplacer celui de toxicomanie. L'addiction c'est la conduite ou la consommation d'une drogue provoquant la dépendance physique ou physiologique. Donc la drogue étant un produit pharmacologique, qui entraîne une tolérance ou une dépendance en fait. Donc cette définition, ça ne concerne donc que les produits chimiques, donc l'alcool, toutes les drogues, le tabac par exemple. Donc là évidemment, dire que le jeu vidéo, l'addiction au jeu vidéo, déjà on peut la sortir. Et donc ça enlève de là tout ce qui est jeu pathologique, addiction à la sexualité, hein, encore une fois, et tout ce qui est achat compulsif. Il y a des auteurs en fait qui rappellent qu'il y a une notion de toxicomanie sans drogue qui a été rajoutée un peu plus tard, donc qui inclut donc le jeu pathologique, la sexualité et les achats compulsifs. Alors à l'époque où ça a été pensé en 1945, on parlait du jeu pathologique, on parlait du jeu principalement des jeux d'argent.
Donc, tout ce qui était machine à sous et les jeux, les paris avec le poker, ce genre de choses, tout simplement parce qu'en 1945, on ne parlait pas encore de jeux vidéo. Donc du coup, il y a des études qui adoptent les critères du jeu pathologique pour les jeux vidéo. Et donc du coup, il y a un auteur qui parle d'un chevauchement entre des addictions, il parle de polyaddiction. Il y aurait une addiction en fait jeu, internet et cybersexualité. Il met un peu tout dans le même package à ce moment-là. Mais en fait, on voit que de manière générale, on n'arrive pas trop à un consensus. Les gens ne sont pas spécialement d'accord. On essaie de définir l'addiction comme la répétition d'actes dont le but est de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, maintenu malgré les conséquences néfastes pour le sujet. Donc du coup, cette définition, on peut dire que le jeu vidéo, ça peut rentrer dedans. Et là, pourtant, j'ai plus la date, mais c'était il y a quelques années, l'Académie des sciences a formellement démenti la preuve d'une addiction au jeu. Donc elle n'a pas dit que ça n'existe pas, elle a dit qu'on n'en a pas la preuve. Donc du coup, on parle de cyberdépendance, du coup, qui n'a plus la notion d'addiction, de quelque chose de psychique. Donc du coup, on peut parler de cyberdépendance. Alors cette cyberdépendance, elle a explosé avec l'avènement, bien évidemment, d'Internet et des jeux en ligne. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas trop dans les années 80 avec les premières consoles, mais on l'entend avec tout ce qui est MMORPG, Ultima Online au début, World of Warcraft. Donc des jeux comme World of Warcraft, ils sont conçus par leur modèle économique pour être addictifs dans le sens commun du terme, on va dire. Donc le jeu est vaste, la progression demande beaucoup de temps et potentiellement sans fin. Et la dimension sociale du jeu est prédominante. Certaines parties du jeu peuvent être réalisées qu'en groupe. Donc tout ça, effectivement, c'est des facteurs objectifs, on va dire, qui font que le jeu puisse rendre accro au sens commun du terme. Et on voit déjà que l'entente et l'entraide est donc primordiale dans ce genre de jeu, contrairement justement à notre société a tendance à nous faire progresser de manière individuelle et justement même en rabaissant les autres. Hein. Le principe des jeux de télé-réalité comme le maillon faible, le Koh-Lanta, ce genre de choses, le but c'est pour gagner, on doit éliminer les autres. Le jeu vidéo justement nous prouve autre chose. Un jeu où on est obligé de se mettre ensemble pour pouvoir y arriver, donc ça montre justement autre chose. Le fait d'avoir une virtualisation de l'interlocuteur dans ces jeux, c'est-à-dire qu'on est caché derrière Internet, ça permet justement de favoriser la communication, en théorie, avec des interlocuteurs dans le jeu dont on n'a aucune idée sur l'identité réelle. Et donc du coup, ce qu'on appelle l'autre scène en psychanalyse permet aux personnes qui sont cachées derrière leur avatar, derrière leur personnage, en fait, une autre dynamique au niveau des interactions personnelles qui voire carrément une popularité ou des succès qui sont dans le jeu, dans l'univers virtuel, qui sont complètement décalés avec leur vie quotidienne, et du coup qui leur justement font office de booster au niveau narcissique en fait, hein, et qui vient pallier un peu les effets des échecs dans la vie réelle en fait. On a pas mal d'adolescents qui viennent en consultation, qui finalement sont en échec dans leur vie, en échec scolaire, incompris par leurs parents, qui n'arrivent pas trop à avoir d'amis ou de relations amoureuses, et qui dans les jeux virtuels sont finalement glorifiés comme étant des chefs de guilde, des personnes primordiales pour l'équilibre du groupe, ayant beaucoup de succès, et donc du coup on a le côté je préfère ma vie virtuelle à ma vie réelle. C'est à ce moment-là où on peut commencer justement à pointer quelque chose, un comportement qui est pathologique. Donc, mais quoi qu'il en soit, pour ce genre de choses, on n'a pas de dépendance physique comme un produit, on n'a pas de dépendance neurobiologique, c'est-à-dire que quand vous prenez de la drogue, en fait, ce qui fait le plaisir, c'est l'action de la drogue directe sur le cerveau. Dans un jeu vidéo, c'est le plaisir, il est physique, c'est-à-dire que c'est la musique, ce qu'on voit, ce qu'on ressent qui fait qu'on prend du plaisir. Et donc du coup, c'est éventuellement la seule dépendance, c'est ni au produit, ni directement dans le cerveau, mais c'est par ce qu'on ressent. Par contre, dans World of Warcraft, évidemment, c'est manipulé les facteurs d'addiction au jeu sont manipulés dans un but commercial, hein, ça, il n'y a pas de secret. Par exemple, dans World of Warcraft, il y a régulièrement, à chaque grosse mise à jour, il y a une classe, par exemple, de personnages qui est subtilement favorisée, et donc du coup, les joueurs, là où ils étaient sur le point d'abandonner, ils sont tentés de recréer un nouveau personnage dans cette classe-là qui est plus performante pour y arriver, et ainsi de suite. Donc du coup, le jeu est rendu un peu plus addictif de manière complètement artificielle, de manière que les gens continuent à s'abonner, donc à payer. Donc là, on est dans le modèle économique, hein, tout simplement. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là, alors on va vous prendre 5 minutes éventuellement s'il y a des questions par rapport à ça. Si quelqu'un a des questions, profitez-en. Personne. Bon, vous allez noter les noms des jeux, hein, au cas où certains vous n'auriez pas joué. Surtout les trucs érotiques japonais, là, ça va l'air sympa. Toujours pas? Non? Ouais? Allez, j'arrive.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que la sexualité dans les jeux était surtout présente, notamment au Japon, c'est l'exemple que vous aviez donné, et c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème sociétal là-bas par rapport à ça, enfin, en tout cas qui est dénoncé. Moi, ma question, ce serait comment est-ce que vous expliquez que dans un pays comme la France, où on pose des problèmes sexuels au travers des films porno sur Internet, etc., comment vous expliquez que la sexualité n'apparaisse pas plus dans les jeux vidéo? D'autant que on va dire, l'association avec l'adolescence s'y prêterait plutôt bien. Pourquoi quelque part la France j'ai envie de dire, n'est pas plus addict à la sexualité? Je dis pas que c'est ce que je souhaiterais, c'est une vraie question. Alors c'est une bonne question, mais du coup la question j'ai envie de la prendre à l'envers. Ce qui serait intelligent, ce qui serait pertinent, c'est peut-être de réfléchir à pourquoi au Japon dans cette culture-là, ou en Asie enfin, en général, qu'est-ce qui fait qu'on a des jeux qui sont aussi présents, des erotic games qui sont aussi présents. Qu'est-ce que ça dénonce comme pathologie en fait, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, à ma connaissance, les erotic games, ça marche surtout qu'en Asie. Et pas en Europe, mais pas non plus beaucoup aux États-Unis, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette culture, d'un point de vue sociétal, qui n'est pas dans nos cultures européennes, américaines? Qu'est-ce qui n'est pas pour justement expliquer cette différence? Et du coup, c'est un questionnement qui est assez intéressant, mais pour moi, assez compliqué à répondre, parce que ça, moi, nécessiterait d'étudier justement qu'est-ce qui est pathologique au niveau sociétal dans la société japonaise. Et non pas le contraire, en fait, pour justement pouvoir faire des comparaisons par rapport à ça, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre sans avoir étudié la société japonaise. Et là, du coup, moi, en tant que psychologue, j'ai que des patients français. Donc là, bien évidemment, c'est un peu compliqué pour moi. Donc pour moi, le questionnement, il serait de ce point de vue-là. Ouais. Une autre question peut-être? Oui. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous disiez que vous utilisiez les jeux vidéo en thérapie. Oui. Ça m'intéresse aussi de savoir comment, pourquoi. Alors, il y a deux, pour l'instant, deux façons dans lesquelles j'utilise ça. Premièrement, c'est auprès des personnes âgées en maison de retraite, en fait. Donc, j'ai fait des ateliers de Wii, tout simplement, principalement sur le golf et le bowling. Alors, j'ai fait ce choix-là parce que c'est des jeux qui ne demandent pas de timing, en fait. Au tennis, on est obligé de répondre tout de suite, tandis qu'au golf, on peut rester une minute avant de tirer, il ne se passe rien. Et donc, mon hypothèse était de voir justement s'il pouvait y avoir des apprentissages par rapport à ça, au niveau notamment chez les personnes dont la mémoire est un peu détériorée. Et je me suis rendu compte, alors j'ai mené ça sur finalement que quelques mois, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé par la suite. Je me suis rendu compte que les personnes qui ne se souvenaient pas d'avoir joué à la Wii avaient pourtant un apprentissage et ils reprenaient la manette en main et rejouaient de manière beaucoup plus spontanée et beaucoup plus facile. Donc, ce qui veut donc dire qu'il y a eu un apprentissage dans ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Alors, procédurale, c'est le savoir-faire, faire du vélo, jouer à la Wii, tenir un carte, un stylo, voilà, tout ce qui est au niveau de la gestuelle, qui marche en fait quand même, sans passer par la mémoire, du coup, la mémoire explicite, c'est-à-dire que les personnes me disent non, votre truc, je l'ai jamais vu, mais pourtant ils ont appris quelque chose en fait. Donc, au niveau thérapeutique, justement, ça permettait moi d'une part de faire travailler cette mémoire-là, de manière directe, parce que du coup c'était dans le jeu, et je m'en suis servi un petit peu aussi pour essayer de voir au niveau mémoire tout ce qui était les souvenirs de vie. Par exemple, j'avais un patient qui était un golfeur, il faisait le mouvement en regardant, il n'avait pas la manette, mais il se souvenait apparemment, il y avait quelque chose qui lui revenait quand il voyait le golf, donc moi ça m'a servi à ça. L'autre méthode, c'est en fait tout simplement quand j'ai des enfants, j'ai pas mal d'enfants où les parents me disent voilà, il joue à la DS, il joue à la PSP, ça me fait chier, il passe son temps là-dessus littéralement, mais on me le dit comme ça. Et donc du coup là où l'enfant il a une passion qui pour lui le jeu, la console, il dit quelque chose, c'est quand même quelque chose de central, il est rejeté par rapport à ça. Moi je dis, tu viens en dans ta séance, tu m'amènes ta console, on joue ensemble, et moi j'essaie de voir ce qu'il en est par rapport au jeu, qu'est-ce que ça représente pour lui, est-ce que c'est pathologique, est-ce que c'est pas pathologique, est-ce que c'est juste un divertissement qui n'est pas compris, est-ce que ça prend une place peu importante, mais alors du coup ça prend la place de quoi, donc il est où le trouble ailleurs que le jeu vient cacher. Donc du coup je m'en sers volontiers par rapport à ça en fait. Donc voilà. Ok, merci. Le fait que les enfants soient plus performants que les adultes sur ce genre de choses, ça peut poser souci aussi. Tu connais des adultes qui jalousent ses performances? Ça, c'est éventuellement une bonne question. Ça peut être une bonne question à penser. Mais après, ça peut aussi l'autre aspect, c'est justement la rencontre intergénérationnelle en fait. C'est de dire, viens papa, viens maman, je t'explique, on joue ensemble et je t'apprends. Et donc du coup, ça fait un peu une inversion de l'ordre normal des choses, qui peut être bénéfique quand même. Donc c'est quelque chose qui peut être exploité, notamment dans les thérapies où il y a un problème relationnel avec les parents en fait. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, du coup, on va peut-être en parler hors... Voilà, c'est ce que j'allais proposer. Puisqu'à 15h là, enfin 15h05 je pense plutôt,
Il y a Bertrand Brocard, je vais lui poser quelques questions. Donc, c'est le créateur de CobraSoft, emblématique dans les années 80, notamment sur PC. Et demain, Jean-Paul Santoro, donc à 11h pour les jeux vidéo rendent-ils agressifs, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on continue le débat sur la violence qu'on a eu tout à l'heure, sur un point de vue un peu plus psychopathologique. Très intéressant aujourd'hui déjà, et demain, j'imagine, tout autant. Alors, vous pouvez l'applaudir. Donc si jamais je suis toujours disponible par là quelques minutes pour discuter, il y a mes cartes qui sont à disposition à côté des flyers ici. Je vous remercie.